Moteur. Bon, tout est prêt? Parfait. 2021. En plus de nous faire découvrir le talent d'un projectionniste de génie, la chaîne a un an, bravo à tous. Elle est aussi marquée par un retour en force de sitcom. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour faire de 2021 une année excellente. Cette année-là, on a eu le droit à un 1, 2, 3 soleil fatal, à une adaptation magnifique et à une ambiance 60s. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord et comme toujours, revenons rapidement sur notre repère chronologique. L'an 2021 qui s'est achevé très récemment marque la diffusion du 12022e épisode des Feux de l'amour. Cette année-là, on a énormément parlé de Squid Game. On a vu l'adaptation d'une des plus grandes sagas de science-fiction littéraire avec Fondation. Et on a découvert une histoire bien particulière dans Sweet Tooth. Mais cette année-là, l'écurie Marvel a rendu hommage à la télévision dans WandaVision. WandaVision est une série créée par Marvel Studios et diffusée sur Disney+. Elle se met en place dans la continuité du Marvel Cinematic Universe et raconte l'histoire de Wanda Maximoff, aka la sorcière rouge, et de son mari, la Vision, un ordinateur doté d'une intelligence artificielle surdéveloppée. Bon, c'est pas vraiment ça, mais vous avez compris. L'aventure de ce couple et le développement de cette famille va rythmer le récit durant 9 épisodes, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je ne spoilerai pas. En revanche, la série a la particularité d'être un gigantesque hommage au genre de la sitcom. De I Love Lucy à Modern Family, en passant par des grands classiques comme Malcolm, l'esthétique des épisodes offre à la fois un moyen scénaristique permettant de faire avancer l'histoire, mais aussi de saluer le travail et l'évolution d'un genre au fil du temps. Le mouvement de nez de ma sorcière bien-aimée, fait par la sorcière rouge, un cassage du 4e mur digne de Jim Halpert dans The Office, et des bêtises aussi hallucinantes que celles de Reese, voilà les différents petits clins d'œil que l'on peut observer. De plus, c'est l'absurde de nombreuses séries de science-fiction qui vient s'ajouter aux gags en tout genre. Ainsi, avec une pointe de 4e dimension ou de Twin Peaks, nous pouvons revivre les meilleurs moments de l'histoire de la télévision en découvrant une histoire particulièrement intrigante et bien ancrée dans son époque. 2021 nous a aussi montré le génie de Tahar Rahim dans Le Serpent. On a suivi un déménagement dans un quartier bien étrange dans Them. Et on a vu l'adaptation d'un animé japonais dans Cowboy Bebop. Avant d'enchaîner sur la partie film, je voulais juste prendre quelques minutes pour vous remercier. La chaîne a fêté son premier anniversaire et c'est assez fou tout ce qui s'est passé cette année. Je suis assez fier d'avoir réussi à tenir le rythme d'une vidéo par semaine. C'était un peu un défi personnel que je me suis lancé. Aujourd'hui, on est plus de 230, je crois, ce qui est 229 personnes de plus qu'il y a un an. Pour certains, c'est peu, mais perso, ça me fait plaisir. On a réussi à mettre en place plusieurs formats vraiment sympas et on s'est incrusté sur les canapés de plein de gens. On a aussi parlé de science, d'horreur et on a même fait un peu de philo. Je dois avouer qu'à la base, le vlog à Euro Disney, il est sorti uniquement parce que j'étais malade et que j'avais vraiment pas la force d'écrire une projection. Mais apparemment, vous avez adoré le délire, donc c'est plutôt surprenant. Je suis vraiment content d'être arrivé là avec votre aide parce que le projectionniste, c'est pas seulement YouTube, vous êtes aussi nombreux à me suivre sur Instagram avec les IGTV et les Reels et sur TikTok chaque semaine et je compte bien continuer à créer et à vous raconter plein d'anecdotes sympas. Cependant, je profite de cette petite aparté pour vous signaler quelques changements dans l'organisation de la chaîne. Tout d'abord, je vais ralentir un peu le rythme. J'ai plus la capacité de tenir une vidéo par semaine pour des raisons de temps. Donc je vous propose de passer à une vidéo toutes les 2 semaines pour me permettre de vous proposer des vidéos un peu plus qualitatives. De plus, je vous annonce officiellement l'arrêt du format projection par année. Je pense que j'ai un peu fait le tour, même si j'ai pas couvert toutes les décennies. J'estime l'avoir assez exploité. Ça reviendra peut-être un jour sur la chaîne ou ponctuellement avec des années particulières, mais pas tout de suite. Je préfère prendre le temps de créer de nouveaux formats plus poussés et plus spécialisés sur des thématiques. Je commençais à trouver la création de ces vidéos un peu trop redondante et je préférais m'arrêter là avant que ça me dégoûte. J'ai aussi décidé de mettre en pause les rembobines. Je pense avoir bouclé la boucle en me parlant à moi-même. Je lui ferai peut-être revenir si jamais je trouve un invité un peu particulier. Donc voilà, merci encore de suivre la chaîne. Et pour résumer, on a un an, on est plein, une vidéo toutes les 2 semaines et plus de projection annuelle. Merci encore d'être présent à chaque nouvelle vidéo et pour les nouveaux, abonnez-vous. Bon allez, on reprend. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à du fantastique. Tout d'abord, on a vu Adam Driver dans plusieurs films dont Annette, la merveilleuse Anya Taylor-Joy briller dans Last Night in Soho et Daniel Craig raccrocher le costume de 007 dans Mourir peut attendre. Mais cette année-là, le film que j'ai adoré et qui n'a pas beaucoup fait parler de lui, c'est D'où l'on vient.
D'où l'on vient ou In the Heights, dans son nom original, est une comédie musicale américaine réalisée par John Chu et adaptée du musical éponyme très célèbre à Broadway. On y découvre l'histoire de Usnavi, jeune homme tenant une petite épicerie dans le quartier de Washington Heights, parmi la communauté latine du quartier qui se retrouve peu à peu obligé de déménager à cause de l'augmentation de loyer. Il va essayer de réaliser son sueñito, son petit rêve, retourner en République dominicaine et rénover l'ancien bar de son père. Cependant, tous les habitants du quartier ont leur propre petit rêve à réaliser et les événements risquent de leur mettre des bâtons dans les roues. D'où l'on vient est un véritable hymne à la joie et à l'entraide. Quand le monde te persécute, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. En nous faisant intégrer cette communauté en déclin, nous observons le pouvoir du soutien. Qu'ils crient leur rêve sur les toits ou qu'ils décident de le garder pour eux, il arrive un moment où une personne pourra t'aider. Ici, nous avons affaire à la bienveillance à l'état pur. Les problèmes de chacun sont réels, que ce soit le manque d'argent, le manque de papier, la dépression ou tout simplement la chaleur d'une canicule. On nous montre qu'en vivant ensemble et en restant soudés, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de s'en sortir. L'œuvre est une comédie musicale et donc donne beaucoup d'importance à son rythme et notamment à l'ensemble de ses musiques. Composée par Lin-Manuel Miranda, la bande originale accroche dès la scène d'introduction et reste entêtante jusqu'à notre retour à la réalité. Le monde de Broadway et de la comédie musicale n'est pas très connu en France. Pourtant, il est vraiment très apprécié autour du globe et dépeint souvent les problèmes sociétals du quotidien. Ici, c'est avant tout la pauvreté et la rupture entre les revenus des habitants et les moyens utilisés par la ville pour éloigner un peuple pauvre du centre-ville. Les combats du quotidien sont difficiles, alors quoi de mieux qu'une bonne chanson pour faire passer le temps. Dans un tout autre domaine, 2021 a eu le droit à un bon paquet de références dans Free Guy. Et vous savez que j'adore les références. On a entendu Andrew Garfield pousser la chansonnette dans Tic Tic Boom et Anthony Hopkins montrer une nouvelle fois qu'il était bien trop doué dans The Father. Pour ce qui est de l'animation, on a découvert une histoire magnifique dans José, le tigre et le poisson quand les studios Disney nous montraient Encanto et que Pixar racontait la vie de Luca, tandis qu'une famille affrontait des robots dans Les Mitchell contre la machine. Du côté de la francophonie, on a vu le retour de OSS 117 dans Alerte Rouge en Afrique Noire, le Palmacho halluciné sur des trucs étranges dans Mandibule, Pierre Ninet entendait des bruits dans Boîte Noire et la réalisatrice Julia Ducournau assurait son talent avec Titan. Et pour en parler rapidement, on a vu une grosse flopée de super-héros avec Black Widow et Spider-Man No Way Home entre autres chez Marvel et des morts partout dans The Suicide Squad et la nouvelle version de la Justice League avec la Snyder Cut chez DC Comics. En outre, Steven Spielberg signait une nouvelle pépite avec West Side Story, Alexandre Astier a enfin dévoilé Kaamelott Volume 1 et M. Night Shyamalan présentait Old. Pourtant, aucun d'entre eux n'a réussi à faire mieux, subjectivement, que Dune. Dune est un film de science-fiction adapté de l'histoire originelle écrite par Frank Herbert dans la saga Le Cycle Dune. On y découvre les aventures de Paul Atreides et de sa famille dirigée par le duc Leto, son père, lorsque l'empereur leur confie la gestion de la planète désertique Arrakis ou Dune. C'est un énorme conflit qui va se créer entre les Atreides et le baron Harkonnen qui se voit retirer son poste sur la planète. Je n'entrerai pas dans les détails pour l'histoire, je pense en avoir déjà dit pas mal et c'est un film qu'il faut vraiment découvrir soi-même. Dune est un univers vaste et complet qui parvient à couvrir des sujets politiques, écologiques et économiques. Avec une planète où le désert s'étend à perte de vue, on découvre les enjeux conflictuels qui règnent dans le ciel. On nous montre aussi la manière de vivre d'un peuple inconnu et surtout le schéma de pensée d'un jeune homme qui cherche à les connaître afin de comprendre le fonctionnement de leur société. Cependant, avant de pouvoir en apprendre davantage, il va devoir faire face aux opposants politiques de son père souhaitant retrouver leur gagne-pain. Le film Dune est l'introduction d'une future trilogie au potentiel exceptionnel. L'histoire de cette famille a bien avant l'adaptation cinématographique inspiré beaucoup de cinéastes pour la création de leurs œuvres. C'est le cas d'un certain George Lucas qui a su rendre un parfait hommage au récit de Frank Herbert dans Star Wars. Le livre aurait pu à une époque devenir l'un des plus grands récits du cinéma de science-fiction. Lorsque le réalisateur Alejandro Jodorowsky en avait prévu l'adaptation qui aurait dépassé l'entendement. Je vous invite à voir le documentaire Jodorowsky's Dune, c'est hyper intéressant et ça nous montre l'influence incroyable du projet sur la pop culture actuelle. Pour revenir à Dune de 2021, le film parvient à développer un début d'histoire intrigant tout en gardant une esthétique qui lui est propre et des plus intéressantes. Nous devons ça au travail de Denis Villeneuve et de son équipe qui tiendra aussi la barre sur le reste de l'adaptation du cycle Dune en espérant qu'ils parviennent à atteindre les sommets du cinéma. Et vous, c'est quoi qui vous a marqué le plus cette année? Dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner et dites-moi de quelle année je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. On n'oublie surtout pas le pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette année, j'espère que cette projection vous aura plu. Je vous invite à bien vouloir relever vos sièges et ramasser vos paquets de popcorn. Je vous dis à la prochaine pour la découverte d'une nouvelle année avec le projectionniste. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je laisse le mot de la fin à une grand-mère pleine de sagesse. Paciencia y fe.